Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. L'amour est un sentiment capable de transformer une vie au-delà de toute reconnaissance. Il peut être doux et affectueux, ou source de douleur et de déception. Il y a des moments dans la vie de presque chacun d'entre nous où nous rencontrons des personnes qui deviennent chères à notre cœur. Mais parfois, ces relations ne se terminent pas comme prévu. Cette histoire retrace le parcours d'un homme et d'une femme qui sont tombés amoureux, mais dont la relation a pris fin suite à une enquête très médiatisée. Que s'est-il passé entre eux? Pourquoi leurs familles ont-elles désapprouvé leur union? Vous trouverez les réponses à ces questions dans cette vidéo. Tout d'abord, je tiens à souligner que c'est l'une des histoires les plus inimaginables que j'ai jamais abordées sur ma chaîne. Comment des personnes censées servir et protéger peuvent-elles faire preuve d'une telle indifférence? Et la fin de cette histoire va certainement choquer tout le monde. Aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur les événements survenus en 2020 à Kemerovo, en Russie. Kemerovo est une grande ville de Russie, capitale de l'oblast de Kemerovo, située au sud de la Sibérie occidentale. Sa population dépasse les 500 000 habitants, ce qui en fait l'une des plus grandes villes de Sibérie. Vera Pektoleva est née le 24 septembre 1997 à Kislayovsk, dans l'oblast de Kemerovo. Elle a grandi joyeuse et créative, adorant chanter. Durant ses études, elle a remporté plusieurs concours. Les parents de Vera, Oksana et Evgeny, ont divorcé alors qu'elle était encore à l'école, mais ont conservé une bonne relation. Vera s'entendait bien avec la nouvelle épouse de son père et le nouveau mari de sa mère. On la décrivait comme une personne gentille, positive et non conflictuelle. Comme je l'ai dit, Vera était une personne créative. Sa famille a donc été surprise de la voir déménager à Kemerovo après le lycée et s'inscrire à l'université technique d'État au lieu de suivre une voie artistique. La mère de Vera, Oksana, vivait à Kislyovsk, à environ 177 km de Kemerovo, et Vera lui rendait visite dès qu'elle avait du temps libre. Lors d'une de ses visites en 2016, Vera a rencontré Vladislav Kanas, un garçon de son âge. Vlad, comme tout le monde l'appelait, était tout le contraire de Vera. Il ne se fixait pas d'objectif de vie, était renfermé et avait mauvais caractère. Vlad a abandonné l'école après la 3e et a grandi dans une famille dysfonctionnelle. Sa mère a quitté le foyer, alors il est allé vivre avec son père. Cependant, ses difficultés ne se sont pas arrêtées là. Son père a eu des démêlés avec la justice, et tout cela a fini par son suicide. Tout cela s'est déroulé sous les yeux de Vlad et l'a marqué à jamais. Même si Vera n'avait pas grand-chose en commun avec Vlad, elle est tombée amoureuse de lui. Les parents de Vera savaient qui était Vlad et étaient opposés à cette relation. Bien sûr, la vie de ce garçon n'était pas facile et nous avions de la peine pour lui, mais nous souhaitions une vie complètement différente pour Vera. Nous désapprouvions son choix. Nous attendions qu'elle mette fin à cette relation, a déclaré sa mère, Oksana. Lorsque le père de Vera a découvert l'existence de Vlad, il a demandé la rupture. Cependant, sa fille n'a pas rompu avec Vlad. Elle a simplement cessé d'en parler à ses parents. Vlad n'était jamais présent à nos réunions de famille. Il n'était pas sur les photos publiées sur les réseaux sociaux de Vera. C'était comme si elle le cachait, se souvient Oksana, la mère de Vera. Un détail important mérite d'être mentionné. En 2019, Vera et Vlad ont commencé à vivre ensemble à Kemerovo. Les parents de Vera ont aidé à payer un appartement. Et Vlad, qui était au chômage et ne voulait rien changer, adorait vivre avec Vera. Elle était belle et intelligente, et avait toujours de l'argent dans son portefeuille. Elle le soutenait financièrement. La relation entre le couple était tendue. Vlad buvait beaucoup et n'avait clairement aucune intention de s'arrêter. Ses parents pensaient que Vlad la battait. En novembre 2019, Vera a finalement décidé de mettre fin à cette relation toxique, mais son petit ami s'y est opposé catégoriquement. Comme mentionné précédemment, les parents de Vera l'ont aidé à payer l'appartement qu'elle occupait avec Vlad, et Vera a décidé de mettre fin à leur relation en novembre 2019. Logiquement, Vlad aurait donc dû déménager. Cependant, il n'allait pas le faire. Il aimait vivre aux dépens de quelqu'un d'autre. Voici un extrait du témoignage de Vlad. Cela vous donnera une idée plus précise de ce qui s'est passé après que Vera a décidé de mettre fin à sa relation. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit du témoignage de Vlad, c'est donc à vous de croire ses paroles. Dans son témoignage, il a déclaré « Le 15 décembre 2019, je me suis disputé avec Vera. Nous nous sommes disputés parce que je voulais aller en boîte de nuit, mais elle a refusé. Pendant notre relation, Vera a commencé à partir souvent pour Kislyovsk. Elle a progressivement commencé à s'éloigner de moi. Elle m'a dit qu'elle communiquait avec une autre personne. N'oubliez pas qu'un mois auparavant, Vera avait annoncé à Vlad sa rupture. Il a ajouté « J'ai aussi découvert qu'elle fréquentait un autre homme, grâce à notre ami commun. » Elle disait que Vera fréquentait un autre homme, Alexander, de Kosilievsk. Je ne le connaissais pas personnellement. Après avoir appris que Vera sortait avec Alexander, j'ai voulu lui parler. Nous avons continué à vivre dans le même appartement pendant cette période. Le 15 décembre 2019, après notre dispute, elle est partie en emportant quelques affaires. Parallèlement, je suis resté en contact avec elle par téléphone.
Lorsque j'ai appelé Vera le 1er décembre 2020, je lui ai proposé de l'aider à déménager ses affaires restantes dans un autre appartement. Vera a accepté ma proposition de la rencontrer et de déménager. Nous avons convenu que je l'aiderais à déménager le 13 janvier. Nous avons convenu de nous rencontrer dans l'après-midi. Elle devait venir me chercher ses affaires. Le 13 janvier 2020, vers 16h ou 18h, Vera est venue me voir. À son arrivée, nous avons emballé nos affaires, elle et moi, car je voulais moi aussi quitter cet appartement. Je ne voulais pas y vivre sans Vera. Pendant que nous faisions nos cartons, nous avons bu de l'alcool, notamment de la bière, de l'alcool et de la vodka. Après ça, je me suis senti ivre, et Vera aussi. Nous avons bu de l'alcool jusqu'à 5h du matin le 14 janvier 2020. Il n'y a eu aucun conflit entre nous, mais lorsque j'ai commencé à lui parler de notre relation, que je lui ai suggéré de nous remettre ensemble et que je lui ai dit que je savais qu'elle fréquentait un autre homme, un conflit a éclaté. Elle n'a pas apprécié. Après cela, elle a commencé à m'insulter, à m'injurier et à me frapper. Elle m'a notamment donné au moins 5 coups de pied dans l'aine et au moins 8 coups de paume au visage. Je n'ai ressenti aucune douleur lorsqu'elle m'a giflé. Cependant, lorsqu'elle m'a donné un coup de pied entre les jambes, j'ai ressenti une douleur physique. C'est Vera qui a commencé à me frapper en premier. Ça m'a mis en colère. J'étais furieux qu'elle ait menti en disant qu'elle ne fréquentait pas d'autres hommes. En même temps, Vera disait que je fouinais dans sa vie privée parce que je savais tout d'elle. Pendant ce temps, elle a continué à m'insulter. C'est la version que Vlad a donnée à la police. Nous allons maintenant aborder l'autre version de cette histoire, qui donne tout lieu de croire que Vlad n'a pas été honnête dans son témoignage. Attention à cette phrase, nous avons bu de l'alcool jusqu'à 5h du matin le 14 janvier 2020. Il n'y a eu aucun conflit entre nous concernant la consommation d'alcool. Vera n'avait pas l'intention de rester dans l'appartement avec Vlad, et encore moins de boire de l'alcool avec lui. Elle a demandé à son ami de l'aider à déménager. À 17h08, Vera a envoyé un message vocal à son ami. Elle y indiquait qu'elle était déjà à l'appartement en train de faire ses valises. Elle a précisé qu'elle serait dans son nouvel appartement vers 18h. Vera a demandé à son ami de venir l'aider à déménager ses affaires du taxi à l'appartement. 3 minutes plus tard, Vera a envoyé un nouveau message vocal. Elle a invité son ami à venir à l'appartement où elle vivait avec Vlad pour l'aider à déménager. Cependant, avant même d'avoir terminé, Vlad est intervenu en disant « Personne n'entre ici ». Il était donc contre la venue de l'ami de Vera. Il semble que la situation ait commencé à déraper, car 4 minutes plus tard, à 17h15, Vera a demandé à voix basse à son ami de venir. Il semble que ce message était un appel à l'aide. Elle a délibérément parlé à voix basse pour que Vlad ne l'entende pas. À 17h25, Vera envoie un autre message vocal, et la voix dominante de Vlad réapparaît. Il dit à l'ami de Vera de ne pas les déranger et d'attendre qu'elle lui envoie un message. À 19h19, Vlad enregistre lui-même le message vocal. À partir de ce moment, Vera n'a plus accès à son téléphone. Elle est seule avec le monstre. Mais la suite des événements mérite d'être expliquée. Vers 3h du matin, les voisins du même étage commencent à se réveiller à cause des cris terribles provenant de l'appartement 738. Un témoin qualifie ce qui se passe de massacre. Les cris sont si forts que 15 personnes se rassemblent dans le couloir près de l'appartement. Le frère de Vlad était parmi eux. Il se souvient des paroles de Vlad et comprend qu'il faut enfoncer la porte, car son frère a déjà dit qu'il tuerait Vera. La porte de l'appartement étant en fer, les voisins cherchent des outils pour la forcer. Pendant tout ce temps, les cris déchirants de Vera provenaient de l'appartement. Les secours ont été appelés, et ces appels ont finalement fait l'objet d'une enquête distincte. 30 minutes plus tard, la police n'était toujours pas sur les lieux. L'incident a duré jusqu'à 6h30. Pendant ces 3h30, la police a été appelée, mais personne n'est venu en aide à Vera. Mais personne n'est venu. Les derniers mots entendus derrière la porte furent ceux de Vlad. Il a dit « Vera, pardonne-moi. Je t'aime très fort ». Finalement, les voisins ont trouvé un pied de biche dans un parking voisin et ont enfoncé la porte. À ce moment-là, Vera était déjà morte, et Vlad était dans la salle de bain, complètement ivre. Pendant que Vera agonisait douloureusement aux mains de son ex-petit ami et que les voisins tentaient en vain d'appeler la police, 1 ou 2 opérateurs parlaient de la vie, riaient, buvaient du thé et étaient très mécontents d'être dérangés. La police n'est arrivée qu'après l'annonce du décès de Vera. Plus tard, elle prétendra qu'il n'y avait plus d'essence dans une voiture et qu'aucun agent n'était disponible, tous occupés par d'autres appels. Par conséquent, les opérateurs de l'unité de secours et les policiers de service cette nuit-là ont également été jugés. La vidéo du commissariat a été publiée pendant l'enquête. Je peux la décrire en un seul mot, indifférence, et c'est clair même sans sous-titres. Permettez-moi de vous rappeler que dans son témoignage, Vlad a affirmé qu'il n'y avait eu aucun conflit entre lui et Vera jusqu'à 5h du matin. Cependant, l'examen médico-légal a démontré qu'il avait menti. Vera a reçu ses premières blessures 6 heures avant sa mort, soit vers minuit. Cela signifie que Vlad Canis l'a battue et blessée pendant 6 heures, jusqu'à son dernier souffle. Elle portait une centaine de blessures, dont des coups de couteau.
Son nez et ses côtes étaient cassés. Son cou présentait également des marques de strangulation. Et si l'inaction de la police vous a choqué, préparez-vous. La suite ne vous surprendra pas moins. Plus d'1 millier de personnes se sont rassemblées pour les funérailles de Vera Pektoleva. L'église ne pouvait pas accueillir tout le monde. Selon Oksana, la mère de Vera, les pompes funèbres ont passé 4 heures à essayer de remaquiller le visage de Vera, mais elle n'a toujours pas reconnu sa fille. Ses blessures étaient si graves. Pendant ce temps, Vlad Kanis racontait sa version des faits aux enquêteurs. Bien sûr, il a essayé de minimiser son rôle dans ce crime. C'est ce qu'il a dit à propos de cette nuit-là. Quand j'ai commencé à lui parler de notre relation, que je lui ai suggéré de nous remettre ensemble et que je lui ai dit que je savais qu'elle fréquentait un autre homme, un conflit a éclaté entre nous. Elle n'a pas apprécié. Après cela, elle a commencé à m'insulter, à m'injurier et à me frapper. Elle m'a notamment donné au moins 5 coups de pied dans l'aine et au moins 8 coups de paume au visage. Je n'ai ressenti aucune douleur lorsqu'elle m'a giflé. En revanche, lorsqu'elle m'a donné un coup de pied entre les jambes, j'ai ressenti une douleur physique. Autrement dit, c'est Vera qui m'a frappé en premier. Ça m'a mis en colère. J'étais furieux qu'elle ait menti en disant qu'elle ne fréquentait pas un autre homme. En même temps, Vera disait que je fouinais dans sa vie privée parce que je savais tout d'elle. Pendant ce temps, elle continuait à m'insulter. Je me suis mis en colère et je l'ai frappée à la tête à plusieurs reprises, environ 4 fois. Mais les coups étaient légers. Quand j'ai frappé Vera, elle est tombée par terre et a heurté le placard. Elle était allongée sur le ventre. Elle m'a aussi frappé en retour. Elle m'a frappé à la tête avec ses paumes et ses poings. C'était douloureux. Je lui ai demandé d'arrêter, mais elle n'a pas arrêté. Je me souviens qu'elle m'a griffé le dos. Puis j'ai décidé de la prendre par le cou. J'ai vu un fer à repasser par terre. Je l'ai pris et j'ai enroulé le cordon autour du cou de Vera. Après cela, j'ai légèrement resserré le cordon autour de son cou. Je lui ai serré le cou pendant 1 minute et demie ou 2. À ce moment-là, je ne réalisais pas que je pouvais tuer Vera par mes actes. Je ne voulais pas la tuer. Je serrais le cordon autour de son cou pour lui faire peur. Je voulais qu'elle perde connaissance. Je voulais qu'elle s'endorme 15 minutes. Après avoir retiré le cordon de son cou, elle a commencé à émettre des sons, à tousser ou à siffler. Quand j'ai retiré le cordon du cou de Vera, elle était allongée sur le ventre, mais je l'ai ensuite remise sur le dos. À ce moment-là, elle était inconsciente. Au même moment, elle émettait des sons, c'est-à-dire une respiration sifflante. Je pensais qu'elle allait bien. Au bout d'un moment, j'ai commencé à réveiller Vera, mais elle ne réagissait plus. J'ai alors commencé à écouter si son cœur battait. J'ai mis mon oreille contre sa bouche, puis contre son cœur. Elle n'avait plus de pouls. Elle ne respirait plus. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé ensuite. Je me souviens qu'à un moment donné, je me suis retrouvé dans la salle de bain. Au même moment, j'avais un couteau dans les mains. Je l'ai pris avec moi parce que je voulais me faire du mal. Je ne voulais plus vivre parce que j'ai réalisé que Vera était morte. Je ne voulais pas la tuer. Au bout d'un moment, la porte de l'appartement s'est ouverte et mon frère et un policier étaient à l'intérieur. Après cela, on m'a dit de m'habiller. On m'a emmené au commissariat. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je ne nie pas que ce sont mes actes qui ont causé la mort de Vera. Je ne voulais pas la tuer. Je tiens à présenter mes excuses à sa famille. Comme vous l'avez remarqué, Vlad a une mémoire sélective. Il se souvenait d'avoir étranglé Vera, mais ne se souvenait pas des centaines de blessures qu'il lui avait infligées. On ne comprenait pas non plus comment Vera avait pu le frapper au visage et lui griffer le dos alors qu'elle était allongée sur le ventre. L'interrogatoire a également permis de comprendre comment le frère de Vlad s'était retrouvé sur les lieux du crime. Après tout, il vivait dans une autre ville. Voici ce que Vlad a raconté à la police. J'ai appelé mon frère. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je lui ai dit que Vera ne respirait plus, et mon frère m'a dit d'appeler une ambulance. Il est important de noter que le frère de Vlad a également été jugé pour ne pas avoir signalé le crime. Le procès de Vlad a commencé le 15 juin 2021. Il a été accusé de meurtre. Le procureur a présenté des preuves accablantes, notamment le témoignage des voisins, les messages vocaux de Vera, et les preuves médico-légales. La défense de Vlad a tenté de minimiser son rôle, affirmant qu'il avait agi en légitime défense et qu'il n'avait pas l'intention de tuer Vera. Le 21 juillet 2021, le tribunal a rendu son verdict. Vladislav Kana a été reconnu coupable de meurtre et condamné à 15 ans de prison. La famille de Vera a exprimé sa déception face à la peine, la jugeant trop clémente. Ils avaient espéré une peine plus sévère, compte tenu de la brutalité du crime et de l'inaction des autorités. Cette affaire a mis en lumière de graves lacunes dans le système judiciaire russe, notamment en ce qui concerne la protection des victimes de violences domestiques. Elle a également soulevé des questions sur la responsabilité des services d'urgence et de la police. L'histoire de Vera Pektolova est un rappel poignant des dangers de la violence domestique et de l'importance de la vigilance. Elle souligne également la nécessité d'une réforme du système judiciaire pour garantir que justice soit rendue et que les victimes soient protégées. L'héritage de Vera est celui d'une jeune femme pleine de vie, dont la mort tragique a révélé les failles d'un système. Son histoire continue de résonner,
appelant à une plus grande sensibilisation et à des actions concrètes pour prévenir de telles tragédies à l'avenir. Le cas de Vera Pektolova est un sombre rappel que l'amour peut parfois se transformer en une source de douleur inimaginable, et que l'indifférence peut avoir des conséquences dévastatrices.